Bonsoir, excusez-moi, petit loupé. Merci d'avoir choisi le festival Nouveau Regard. Bénédicte, est-ce que tu es avec nous? Oui, oui, Voilà, oui, bien c'était sûr. bon. Alors, tu as déjà des bravos. Merci pour ce documentaire. Bonsoir, bonsoir à tous. Bravo, Bonsoir. Bénédicte, qui est avec nous. Tu as déjà des remerciements. Merci pour ce documentaire. Bravo. Bonsoir. Bon documentaire. On se retrouve avec Bénédicte Jordier. Merci d'avoir fait le Pardon. choix de participer au festival Nouveau Regard avec nous en ligne. Bénédicte, journaliste et donc réalisatrice de ce documentaire. Bénédicte, pourquoi avoir voulu faire le documentaire? Et d'ailleurs, comment tu t'es retrouvée un peu à, à faire un documentaire sur un et à avoir de telles images? Mhm. Je pense que c'est bien que je me présente rapidement. En fait, je suis journaliste en Guadeloupe depuis 5 ans et je suis partie couvrir les événements d'Irma, enfin l'arrivée du cyclone. Pour rappel, donc c'était dans la nuit du 5 au 6 septembre et moi je suis arrivée avec les pompiers autour du 8 ou 9. J'ai pas la date précise, je vous avoue, parce que j'étais partie en bateau et on est arrivé après 16 heures de navigation. Et donc, je suis restée 1 mois et demi après cette catastrophe pour, à l'époque, couvrir et réaliser un documentaire pour France O sur le temps de la reconstruction. Et là, je me suis rendu compte, puisque je suis partie aux alentours du 7 au soir ou 8, de la différence d'informations qu'on avait, nous, Guadeloupéens, même en France, et puis le manque total d'informations sur place à Saint-Martin. Et puis une fois rentrée, là encore, ça continuait je continuais de voir des vidéos qui prenaient une ampleur folle et qui laissaient pourtant, enfin, sur place, les gens étaient complètement isolés. Et alors que quelques-uns avaient un téléphone et grâce à ce téléphone, avec une connexion même très faible, avaient pu partager des vidéos qui ont pris une ampleur folle. Bon, c'est intéressant d'avoir des témoignages, mais en même temps, en temps de crise, on se dit quelle est l'information la plus importante, la plus prioritaire La plus pertinente. euh, et la plus pertinente, puisqu'il y a des personnes qui étaient, enfin, la plupart des gens étaient dans un mode de survie. Donc, c'est l'information de base la plus importante, c'était savoir où étaient les points de distribution de l'eau, même de la nourriture, où étaient les secours, etc. Et ces informations-là ne venaient pas forcément aux gens. Ce qui arrivait, c'était parfois quelques fake news, mais pas seulement, des témoignages de peur, de la frayeur, des rumeurs. Et c'est cette opposition-là qui m'a donné envie de questionner notre rapport au téléphone en temps de crise. D'accord. Juste pour resituer, parce qu'on suppose qu'on n'a pas forcément des spectateurs de la zone Caraïbe. Les cyclones, on est habitué, on sait qu'on est soumis à des vents, à des phénomènes climatiques pas hors du commun, mais en tout cas, on ne retrouve pas ces mêmes phénomènes en Europe, pas de la même ampleur. On est habitué aux cyclones maintenant, avoir des ouragans à notre ère. Donc, comme tu le rappelles, Bénédicte, avec des téléphones, avec des connexions, est-ce que ça a changé le game? Ça a tout changé. En tout cas, c'est ce qui ressort du documentaire. Au final, penses-tu que, comme le dit, j'oublie oh, celle qui intervient, du coup, j'oublie son prénom, Kat Suzy ou Lydia Laurence? Non, tu penses à qui? Suzy. Du coup, est-ce qu'on va changer? Est-ce que tu penses que ces personnes, demain, un tel phénomène, est-ce qu'elles changeront la façon dont elles vont utiliser le téléphone portable? Je pense que elles vont pouvoir y réfléchir. En tout cas, elles ont Katsuzi, elle a vu le film, enfin Katia de son prénom, et elle est prête à se remettre en question. Mais en même temps, elle me disait que si c'était à refaire, elle le referait de la même manière, ou peut-être en étant peut-être plus prudente sur certaines informations. Mais je pense que ce qui est difficile, c'est que on est dans l'émotion. Et quand on est dans l'émotion, on a envie de la partager. Et à la limite, et en plus, on a envie de la partager et on est incité à la partager parce que les plateformes ont une certaine responsabilité dans la mesure où ils incitent à partager. D'ailleurs, il y a une super série produite par Arte qui s'appelle Dopamine et qui explique un peu ce qui se passe dans notre cerveau et pourquoi on partage sans vérifier. Je pense que c'est bien de se remettre en question. Sauf qu'il faut il faut aussi mesurer qui publie et savoir
à l'heure où on remet tout en question, moi, je rappelle juste que quand il y a un reportage, quand il y a une vidéo, en général, de la part des journalistes, on sait qui écrit. C'est signé. Et ça, on a tendance à l'oublier, puis on parle des médias en faisant une grande généralité. Mais les journalistes, eux, ils signent. Et c'est ça qui est intéressant, donc on sait d'où ça sort. Et à défaut, les témoins, on peut le savoir, mais quand la traçabilité de la vidéo est encore présente, quand on la perd, il faut juste être, je vais dire, lucide et être critique sur une vidéo quand on ne sait pas d'où elle sort, en fait. Je pense que la donne, elle est là, c'est sur la remise en question, sur le questionnement. D'accord. Du coup, c'est un questionnement qu'on peut avoir en dehors de ces phases de panique, puisqu'on rappelle que, du coup, c'est un phénomène, c'est impressionnant. Est-ce que ces questionnements arrivent au final, puisqu'il est question de survie, mais également de ne pas inquiéter pas inquiéter, ou plutôt de rassurer nos familles qui sont en dehors de l'île, qui sont beaucoup plus loin? Est-ce qu'on a le temps d'avoir ces questionnements, puisqu'on est pressé de toutes parts? Ben, c'est là où Gaël Musquet, à la fin du film, lui, c'est un hacker, justement, il est là pour bousculer et il travaille notamment sur un événement qui s'appelle la Caribe Wave et l'idée, c'est de se préparer au tsunami. On n'y pense pas, on se dit, oh, le tsunami, ça arrive quand ça arrivera. Mais plus on est préparé en temps de non-crise, et mieux on va gérer la crise finalement. Et quand on est quasi tous, on possède quasi tous un téléphone. On l'utilise tous, on sait comment il fonctionne, mais c'est important de savoir qu'est-ce qu'on en fait en temps de crise, d'y réfléchir. Et c'est pour ça que je donne la parole à Gaël Musquet à la fin, pour qu'il nous rappelle que c'est important de savoir qu'est-ce qui est important, de savoir qu'est-ce qu'on en fait, on économise sa batterie ou pas, quelle est la priorité, est-ce que c'est la communication ou la survie, et donc l'eau et l'alimentation. Et Dominique Boulier fait ce constat-là aussi, c'est que c'est très difficile d'être lucide quand on est dans la frayeur et l'émotion. Mais si on s'entraîne, si on vit l'émotion, on met un petit temps de recul, et au lieu d'être dans un temps de réaction, on est plus dans un temps de réflexion. Et c'est ce qu'il dit. D'ailleurs, il a écrit un article qui s'appelle mince, ça me revient pas, mais c'est le réchauffement climatique sur il en parle dans le documentaire, je m'excuse, la citation ne me revient pas. Mais il questionne tout ça. D'accord. Alors, tu as deux questions. On va commencer par, alors, la dernière qui nous est parvenue. Est-ce que la grosse erreur des pouvoirs publics, c'est d'avoir oublié de communiquer aussi sur les réseaux sociaux, finalement, au moins pour démentir les rumeurs? Tu veux que je te la reprenne? Oui, non, c'est bon, je saisis. Je pense que ce qui est difficile pour eux, c'est de se positionner en effet. Et surtout qu'avant cette crise-là, ils n'étaient pas forcément très présents. Maintenant, ils le sont un petit peu plus. Mais la question qui me vient, c'est est-ce que les personnes vont sur ces pages-là pour aller chercher l'information? Voilà. En général, non. En général, non. Ce qui se passe quand c'est en crise, les gens ne vont pas voir la page de la préfecture ou de l'ARS ou de ne sais quel pouvoir public. Et donc, il y a un effort à faire des deux côtés. Et puis après, les médias sont là, c'est leur travail, parce que l'information, il peut y avoir des erreurs de tous les côtés. Donc l'important, c'est moi je pense qu'il faut savoir, à l'heure où on a de l'information en masse depuis différents journaux, il faut savoir recouper soi-même ou savoir d'où vient l'information. C'est pour ça que je parle des sources et de la signature des journalistes. Si on voit une information qui nous choque, qu'elle vienne de n'importe où, on va chercher à voir si elle a été traitée par d'autres journalistes pour voir si elle est vraie. Je pense que c'est là. Et les pouvoirs publics, oui, je pense que c'est bien qu'ils se remettent en question. D'accord. Est-ce que BFM a fait amende honorable pour la diffusion de fake news? Je rebondis un peu sur cette question et puis après je te laisse répondre. Est-ce que BFM TV a déjà fait des retours sur des fake news diffusées jusqu'ici? J'en ai pas vu beaucoup passer. Mais en ce qui concerne Irma, donc c'était il y a 3 ans, bientôt 4 ans, pardon, 2017, est-ce qu'ils ont fait amende honorable par rapport aux fake news? Je voudrais pas dire de bêtises, donc je me souviens plus, je me souviens pas, donc je suis désolée pour ce manque d'informations, mais normalement c'est le travail du journaliste, c'est justement de corriger. Je sais juste que après ça, les journalistes avaient expliqué que non, il n'y avait pas eu d'évasion de la prison de Saint-Martin côté hollandais.
et que c'était un mur qui s'était effondré, mais qui n'avait pas donné conséquence à d'évasion, finalement. Alors, une autre question, et donc ça aurait été intéressant, merci pour vos questions. On se dit qu'on aurait dû faire le petit chat avec Monsieur Musquet, puisqu'on a une question quasiment sociale. Pensez-vous, Madame Jandier, que ce qui fonctionne le plus sur les réseaux sociaux, ce sont les images chocs ou finalement les témoignages, les coups de gueule, en définitive, le facteur humain? Ouais, bah c'est l'image. Aujourd'hui, l'image, elle fonctionne énormément. Et puis, en fait, oui, c'est ça. On est dans l'émotion vous allez mettre quelques mots choquants et puis en comparaison une image choquante. Et forcément, je pense que sans trop m'avancer, c'est l'image qui va remporter le nombre de vues et certainement de partages. Et c'est pour ça que, encore une fois, c'est les sources. D'où vient cette image? Pourquoi elle est choquante? Qu'est-ce qu'elle provoque en moi? Est-ce que j'ai envie de la partager? Peut-être pas, je vais vérifier. Moi, j'interviens aussi dans des classes de lycéens où on fait de l'éducation à l'image, mais enfin aussi en prison d'ailleurs, auprès des jeunes. Et à chaque fois, je leur dis la même chose. C'est dès lors qu'il y a une émotion, que c'est choquant, c'est de réfléchir à pourquoi elle nous choque et puis ensuite de se dire, bon... est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux aller vérifier sur d'autres sites? Et dans ce cas, est-ce que je partage ou pas? Puisqu'on peut pas lutter contre l'émotion. C'est humain, c'est le facteur humain, justement. Mais on peut être dans une réflexion. Enfin, l'émotion n'est pas... L'émotion et la réflexion peuvent aller de pair, quoi. D'accord. On revient sur une question et on va retourner après sur l'utilisation de ces réseaux sociaux et une question sur la reconstruction de l'île. Alors moi j'ai envie de répondre, ça va faire l'objet du prochain documentaire de Bénédicte Jourdier, mais je vais la laisser répondre. Peut-être qu'entre-temps, es-tu retourné depuis 2017? Qu'as-tu vu? Comment se passe la reconstruction de l'île? Ouais, j'y suis retournée en 2018 pour le Nouvel An. À l'époque, oui, il me semble, c'était ça. La reconstruction, elle a été très lente, très très lente, puisque en fait, ce qui est compliqué à Saint-Martin, c'est de faire venir les matériaux et puis de déblayer. Et puis il y a eu le plan d'urbanisme qui était compliqué à réaliser, et donc ensuite c'est de l'administration qui a ralenti la mise en action des travaux finalement. Et puis il y a eu une baisse de la fréquentation touristique. Donc voilà, il y a eu des grosses conséquences pendant plusieurs années. Aujourd'hui, Saint-Martin va mieux, mais je pourrais pas vous dire en détail, je suis pas retournée. Et j'avais prévu d'y retourner pour projeter Irma 2.0. Et aujourd'hui, je suis toujours en Guadeloupe et je n'ai pas pu y aller en raison de la crise sanitaire. D'accord, mais en tout état de cause, l'île n'est pas non plus morte, elle a repris vie. Il y a pas mal de choses qui s'y passent. Oui, il y a une reconstruction et puis les écoles ont rouvert, la vie a repris. Alors peut-être pas aussi rapidement que pour d'autres métropoles ou autres, c'est une île, mais en tout cas la vie a repris et l'économie aussi, preuve en est, puisqu'on a toute cette masse touristique qui est revenue même avant le Covid. On revient un peu sur cette utilisation, puisque c'est ce que met en avant ton documentaire, Bénédicte, des réseaux sociaux. Au final, quelle est ma part de responsabilité? Qu'il y ait urgence ou pas, qu'on soit dans des catastrophes ou pas, quelle est ma part de responsabilité quand j'utilise ces réseaux sociaux? Moi, je pense que justement, la part, elle est à 100%. Enfin, on est responsable et c'est bien de se le rappeler parce que c'est tellement facile d'écrire ou de publier une photo qu'on oublie les conséquences d'un post finalement. Il y a dans le film, on le voit, Hervé Meunier, je pense, et même Jimmy l'Histoire, il pensait pas que la vidéo qu'il envoie à sa maman, enfin qu'il réalise pour mettre sur la page Facebook et donner des bonnes nouvelles à sa maman, et il n'a pas du tout conscience que cette vidéo va faire le tour du monde jusqu'au Canada. Et en fait, oui. Donc bon, il est content. Et puis en plus, c'est une des rares vidéos qui était positive, donc c'est pour ça qu'elle avait fait le buzz à l'époque. Et oui, donc on est responsable et moi je pense qu'on doit se rappeler
de ça. Pour une petite anecdote aussi, sur place, moi j'ai vu des gens en pleurs parce que des personnes postaient des messages assez durs sur la situation de Saint-Martin et les difficultés, et ça avait des conséquences directes sur le bien-être moral de certaines personnes. Ça, c'était au lendemain d'Irma, hein. Et donc oui, il y a des conséquences réelles. Et Nadia Boukir, elle le dit très bien. En même temps, les réseaux sociaux restent très virtuels. C'est pas parce qu'on met un like qu'une action solidaire va se mettre en place. Voilà, il y a toute une chaîne qu'il faut construire, et si le réseau social peut être un début, il y a une fin qu'il faut mettre en place. Là, je parlais du non-lien, et puis en même temps, il y a une responsabilité parce que les paroles sont blessantes, et c'est pas parce qu'on est éloigné par la distance, par le virtuel, que les mots ne sont pas blessants. Ça, la Nadia, ça l'émeut quand elle parle de ça. Elle revit les propos difficiles qui ont été dits parfois. Et ouais, donc on est responsable, et on doit. Moi, je sais que par exemple, je n'ai jamais fait de story. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait ce film, c'est que je publie très peu sur les réseaux sociaux. Parce que tu as ton métier, donc tu m'as répondu en tant que citoyen lambda. Maintenant, en tant que journaliste, quel rapport avoir avec les réseaux sociaux? D'ailleurs, est-ce qu'un réseau social est réellement une source d'information? Comment se comporte, alors bien évidemment, Bénédicte, on sait bien que tu ne vas pas parler au nom de tous les journalistes, mais quel rapport avoir en tant que journaliste avec les réseaux sociaux? Je pense que c'est un bon moyen pour rechercher des infos ou des témoignages, mais c'est pas une source. La source reste la personne, et le réseau, lui, est le moyen. Et c'est un bon outil parce que on peut cibler une grande partie de personnes, enfin une très grande partie de personnes si on recherche des témoignages, etc. Mais en aucun cas c'est une source. Et le journaliste, lui, sa difficulté, c'est qu'une information, elle va être très vite partagée sur les réseaux. Et lui, sa priorité, c'est de la vérifier. Et donc, il y a cette dualité à vouloir aller aussi vite que le réseau social, et puis en fait, faire son travail de journaliste, c'est-à-dire de vérifier, qui est le travail de base. Et ça, c'est très difficile parce que ça nous met dans des situations de frustration, en fait, où on a une info, on l'a eu peut-être avant certaines personnes, mais le temps qu'on vérifie cette information, qu'on passe des coups de fil, qu'on aille sur le terrain, et voilà, et parce que pour expliquer, donc une source, une information, elle doit être vérifiée auprès de 3 sources différentes, et parfois ça peut prendre du temps, et si ça paraît simple, c'est surtout que ça prend du temps. Et c'est pour ça que les journalistes font ce métier-là. Souvent, Katia Suzy, dans le documentaire, elle dit qu'elle aurait fait une très bonne journaliste. Je ne pense pas qu'elle ait connaissance de cette règle des 3 sources, parce que sinon, elle ne pourrait pas affirmer ce qu'elle dit. C'est la complication du métier. Voilà, on passe énormément de temps à attendre, on est patient, on passe des coups de fil, on va sur le terrain, on confronte les infos, et voilà, et on perd du temps. Tout à fait, il y a un vrai travail, un vrai travail derrière. Du coup, et donc la question nous est posée également, est-ce qu'on ne devrait pas prendre plus de recul par rapport à cette immédiateté dans laquelle on baigne? On veut tout de suite, sans prendre le temps de vérifier les choses, sans prendre le temps également avant de les communiquer. Est-ce que c'est une information utile, vraie? Et donc, c'est ce que nous rappelle également Monsieur Musquet. On a une autre question. Est-ce que côté néerlandais, est-ce que tu as un retour côté néerlandais? Est-ce qu'ils ont dû faire face à de telles rumeurs? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Non, bah en fait, je suis restée en partie française. J'ai très peu d'informations, si ce n'est celles qu'on avait pu vérifier, que mes confrères ont surtout vérifié, parce que nous, on n'était pas trop sur les faits de la prison. Mais non, j'ai pas d'informations sur le nombre de rumeurs, est-ce qu'ils en ont eu beaucoup, etc. Okay. Donc, je préfère ne rien dire et ne pas donner d'avis, puisque je Complètement. Bénédicte, est-ce que tu aurais quelques mots à ajouter? Alors, je vais préciser pour nos
nos spectateurs. Nous couvrons toutes les deux alors, Bénédicte couvre elle est en train de travailler, donc le festival. Moi, je vais retrouver certains d'entre vous et d'autres personnes dans la prochaine salle virtuelle, ce qui fait qu'on va devoir se séparer, on va devoir mettre un terme à ce chat. Et donc, je vais inviter Bénédicte à nous dire un dernier mot, que ce soit au sujet du documentaire en lui-même. Est-ce qu'il sera diffusé dans un autre festival, ou où est-ce qu'on te retrouve? Est-ce que c'est avec Irma 2.0 ou avec un autre? Et enfin, un petit mot autour des réseaux sociaux et de cette utilisation, pardon. Alors Irma 2.0, mon prochain défi, c'est de réussir à mettre en place les diffusions à Saint-Martin malgré la crise sanitaire. Sur les réseaux sociaux, j'avais quelque chose à dire, mais ça m'a échappé. Si, voilà, ça me revient. Après la réalisation du film Irma 2.0, il y a eu la crise des Gilets jaunes. Il y a maintenant la crise sanitaire liée à la présence du coronavirus. Et dernièrement, en fait, les plateformes se sont questionnées puisqu'elles sont aussi responsables. Hein. C'est bien de penser qu'on est responsable en tant qu'auteur et puisqu'on publie, mais les plateformes sont aussi responsables et donc elles se remettent en question. Dernièrement, pendant la crise sanitaire, la WhatsApp s'est remis en question sur le nombre de partages pour l'envoi de messages. Et donc maintenant, on est restreint à un certain nombre plutôt qu'un partage illimité pour limiter les fake news, justement. Je sais que Dominique Boulier, qui intervient dans le film et qui est sociologue spécialisé dans le numérique, lui, il aimerait, dans l'idéal, que Twitter enlève le bouton retweet pour que les gens soient obligés de réécrire la phrase ou les petits mots s'ils veulent à tout prix retweeter. Et du coup, ça ferait un filtre, on serait moins dans une vague d'informations. Ça éviterait cette vague, parce que c'est ça, hein, c'est ce tourbillon médiatique. Et on aurait un petit peu moins, on serait plus sur le qualitatif que le quantitatif. Voilà, et donc merci en tout cas à tous ceux qui se sont connectés pour voir le film. Merci à toi. Tu as encore des remerciements puisque voilà. Merci beaucoup pour cet échange très intéressant, Bénédicte, et merci pour ton documentaire, d'avoir osé le faire. Merci encore à toute cette équipe qui était avec toi, puisqu'on suppose que tu n'étais pas seule entièrement. Je me trompe, hein? Il y a eu une journée, on était une équipe, mais je l'ai quasi. Enfin, on m'a soutenu, mais on n'était pas très nombreux. Mais en tout cas, merci à toute l'équipe. On se retrouve du coup pour la suite du festival Nouveau Regard. On nous apporte encore de quoi voir nos sociétés autrement et nous mettre un peu en perspective comment on vit les choses. Merci pour toutes ces équipes. On se retrouve dans la prochaine salle avec le programme court-métrage 1. Bénédicte, on se retrouve nous physiquement. Oui, et merci au Festival Nouveau Regard et à la 25e heure. Merci à eux et à très vite.